Bonjour à tous, je vous présente un petit extrait d'un futur témoignage, celui de Bruno ex-converti. Cet extrait me permet de parler d'un sujet que j'aimerais développer à l'avenir, c'est-à-dire la haine des musulmans en particulier. Donc là je parle de la haine des gens et aussi d'une certaine gauche qui veut censurer la critique de l'islam et effectivement qui déteste les apostats. Voilà. D'un côté, un côté assez angoissant à la télé, et de l'autre, des gens qui font pas du tout de rapprochement entre l'islam et ce qui peut se passer dans le monde musulman. Mm. Voilà. Et Donc, c'est là là on est dans le centre du problème. Parce qu'en fait, donc, euh, je pense que c'est des gens qui ont bon cœur et ils veulent pas qu'on s'attaque à leurs amis, voisins, etc., musulmans, collègues. Ils disent non, mais il est très bien, laisse-les tranquilles, quoi. Et qui font le lien, en fait, entre s'attaquer à une idéologie et s'attaquer à ses croyants. C'est compliqué. Je m'explique. Hein. Parce que on va rentrer un peu dans le sujet, je l'ai pour l'instant encore jamais abordé, mais du racisme. C'est-à-dire que, en gros, bon, il y a des études qui existent, voilà, sur le racisme, en particulier contre les Arabes, sur les offres d'emploi, sur le logement, etc. Il y a des statistiques qui sont claires, qui montrent que tu as sur 5 fois à 8 fois moins de chances d'avoir un entretien, des trucs comme ça. C'est régulier, c'est, elles sont nombreuses, elles sont sans contradiction. Donc voilà, il existe des discriminations contre les Arabes en France. Et voilà, je vais pas trop m'étaler pour expliquer le pourquoi du comment, etc. Mais je veux le mentionner. Elles existent. Euh, donc je me dis, ces gens, ils disent, putain, il y a déjà ça. Pourquoi toi tu veux rajouter encore une couche sur la couche, quoi, tu vois? Et le problème, c'est que nous, il faut qu'on soit capable de scinder à critique. C'est un exercice de style qu'il faut qu'on, en tant que critique de l'islam, qu'on soit capable de critiquer l'idéologie, mais sans augmenter. C'est un exercice acrobatique, mais sans augmenter la haine contre les musulmans. En rappelant que, bah, voilà, de temps en temps, je le fais. Les musulmans, en France, ils sont pas, c'est pas des pédophiles. Même si l'islam est pédophile. Moi, je le dis, voilà, l'islam, il y a le verset de la pédophilie et tout. Et donc, voilà, c'est un peu, c'est c'est la tour vrai, de dilemme. c'est très acrobatique et ça me paraît quasiment impossible de faire la distinction. C'est-à-dire que ce qu'on a comme souci, en fait, c'est que quand on écoute les témoignages des apostats, il y a un peu, il y a des publics qui vont se raccrocher à cette communauté qui n'ont pas forcément leur place là, tu vois. Tu vas avoir par exemple des gens qui sont un peu déjà d'extrême droite de base. Ils cherchent juste des ressources pour critiquer l'islam. Ils tombent un peu sur les contenus des apostats. Et eux, ça leur convient très bien. Ça tape sur sur l'islam, donc sur les musulmans, selon eux. Je t'arrête juste très rapidement. Extrême droite ne veut pas dire raciste. Hein. Et d'ailleurs, Ah non, il y je a- suis bien non, je d'accord. précise juste. En plus, parfois, on sait même plus ce que ça veut dire. Voilà, je précise Ouais. juste. Voilà, Bah, voilà. de toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'es vite fait de taxer de raciste pour tout et n'importe quoi. Bon, euh, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai pas Mais tellement de conseils. Ouais, mais t'as Rafid Shekat, qui, moi, pour info, hein, voilà, j'essaye aussi de suivre ce qui se fait en termes de lutte, entre guillemets, contre l'islamophobie et comment ils défendent ça. Et je réfléchissais et je méditais aussi dans ce qu'il disait. Il disait, bah, en gros, parce que nous, on dit l'islamophobie, vous mélangez haine d'une idéologie et des gens, alors que pour empêcher la critique de l'islam. Et moi, de ce que j'ai vu un peu leur réponse, c'est, mais vous pouvez pas détester une idéologie sans que ça dégouline sur une haine des gens. Et alors, ça a un fond de vérité sur certains, parce que tout n'est pas binaire, c'est pas oui, c'est pas non. On parle sur des gens en général, mais on peut pas faire le sacrifice
de la liberté d'expression en disant oui, mais il y en a certains qui vont pas comprendre la distinction, donc on va interdire la critique de l'islam. Euh, on peut pas faire ça. C'est un sacrifice trop gros de dire bah tiens, parce qu'il y en a des gens qui vont pas faire la distinction entre le musulman du quotidien et le prophète qui a égorgé 900 personnes à Khaybar ou qui a violé une petite 700. fille. Ouais, 700, 900, ils savent même pas entre eux, il y a plein d'autres sources. Mais rendez-vous compte, quoi, parce que si on arriverait dans un monde de censure où à chaque fois on dira oui, mais non, mais si tu critiques, on pourrait étendre ça à tout et n'importe quoi. Si tu critiques les gens qui ont beaucoup d'argent et tout, ça risque de faire qu'il y ait une haine envers les bourgeois. Enfin, voilà, ça devient absurde. Après, je comprends, hein. Les bourgeois, c'est pas ceux qui se font entre guillemets, qui subissent des discriminations et tout, mais voilà, moi j'essaye à mon niveau, en tout cas, d'essayer de ne, de ne pas augmenter la haine envers des gens innocents. Je parle des musulmans, hein. Voilà, hein, et j'encourage les auditeurs à ne pas discriminer, à ne pas détester, à ne pas les détester, à les considérer comme, comme leurs compatriotes. Euh, voilà, et à faire la distinction de ce qu'on dit, des textes, dont eux-mêmes font, en fait, voilà, eux, comme j'ai dit, sont dans une dissonance cognitive. Pour eux, le prophète, il est gentil, etc. Et voilà, moi, c'est bien parce que du coup, ça me fait permettre de passer ce message. Et pour info, moi, dans mon quotidien, voilà, je n'ai absolument aucune haine. Au contraire, voilà, il peut m'arriver d'avoir j'ai des amis musulmans. Tu vois, voilà, même récemment, à un moment donné, un live, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai aidé une femme voilée à faire son créneau. Elle n'arrivait pas, je lui ai fait moi-même. Enfin voilà, c'était à un moment donné un live chez Soleiman, c'était assez rigolo parce que j'ai dit attendez, il faut que je parte. Et voilà, le message que je veux transmettre, c'est celui-ci, c'est essayer de faire la distinction entre entre la critique, même si parfois il peut y avoir le lien aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que bah oui, une personne peut se mettre à taper sa femme au nom de l'islam, mais voilà, donc soyez, essayez d'être sage et de faire cette distinction et du coup notre critique elle sera plus entendue et aussi je m'adresse entre guillemets, je vais un gros mot, hein, mais aux islamo-gauchistes, sachez que un opprimé peut aussi être oppresseur. Et donc, voilà, ce n'est pas rendre service que d'éteindre toute critique de l'islam, en fait. Parce que l'islam, il y a des musulmans qui peuvent être opprimés en France, mais ils peuvent aussi être oppresseurs au sein de leur famille, notamment vis-à-vis des apostats qui sont rejetés dans leur famille, qui subissent des calvaires, des menaces. Voilà. Bah écoute, je te rejoins à 100%, hein. C'est pas un exercice facile en tout cas, mais effectivement, il faut pas que la liberté d'expression elle s'arrête parce que on aurait l'impression que tiens, on s'attaque à des opprimés, donc il faut rien dire de négatif. Moi, je fais bien la distinction entre les musulmans et l'islam parce que vraiment, les musulmans qui appliquent le Coran et qui appliquent les hadiths comme moi je les ai compris, bah, en fait, ça n'existe pas beaucoup, hein, et j'ai envie de dire Tant heureusement. mieux. Ouais. Voilà, il y en a, hein, on en a en France, hein, et c'est une communauté qui se développe aussi, surtout chez les plus jeunes, mais heureusement, ils sont quand même pas majoritaires. Après, j'ai l'impression qu'on vit dans cette période intermédiaire où on parle de plus en plus d'islam. Il y a encore, c'est assez tabou. En tout cas, je pense que c'est un peu l'intérêt pour moi aussi de témoigner, c'est d'expliquer que nous, les apostats, ben, on existe. On a eu un rapport particulier avec l'islam, que effectivement, on n'a pas de haine contre les musulmans. Je veux dire, moi, je les ai côtoyés pendant 5 ans, donc comment je peux avoir de la haine pour des gens que j'ai appréciés, enfin bref. Et qu'en même temps, c'est important de poser les termes, quoi, d'expliquer ce que dit vraiment l'islam et que c'est pas tout rose, loin de là.
Je vais vous mettre en description une vidéo qui pour moi a été la meilleure sur le sujet, qui est de Guillaume Fleurance sur le sujet de l'islamophobie. Je vais me permettre de mettre quelques extraits que je vais critiquer. La désignation d'un racisme envers les musulmanes et les musulmans, qualifié par le terme d'islamophobie. Ce concept suscite tout un tas de critiques dans le paysage politique et médiatique, notamment à partir de l'idée que parler d'islamophobie aurait pour effet d'empêcher toute critique de l'islam. Que pose la question du mot islamophobie qui n'est pas présent déjà dans le texte? Ça pose l'idée que nous indiquerions une sorte d'interdiction d'avoir une position de discussion, de peur ou de quoi que ce soit par rapport à une religion. Nous n'avons pas, à mon avis, nous aurions tort de considérer de limiter la possibilité de se positionner par rapport à une religion. Ce qui importe, c'est la liberté pour les personnes et que ces personnes elles puissent vivre et s'épanouir normalement. Mais en revanche, la libre discussion des opinions religieuses, elle doit demeurer. Et de ce point de vue, le terme d'islamophobie, parce qu'il est centré sur la religion, le mot islam, il me semble que ça n'apporte rien et au contraire, ça ouvre des problèmes. Alors, nous allons essayer de nous attaquer à ce sujet en répondant à deux questions fondamentales qui sont liées entre elles et qui nécessitent d'être éclaircies pour pouvoir parler d'islamophobie. La première, quelle est la différence entre ce qu'on appelle islamophobie et une critique acceptable de l'islam ? La première question, vous en doutez bien, c'est la question qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qu'une critique acceptable ? Je vais lancer la vidéo sur cette partie-là et je vais commenter. Pour islamophobe et les critiques acceptables de l'islam, de ses dogmes et de ses pratiques. Finalement, ceux qui accusaient les ouvriers de l'automobile d'être des intégristes, n'étaient-ils pas simplement en train d'exercer leur droit à une critique des religions, bien loin des accusations de stigmatisation des musulmans ? Essayons d'y voir un peu plus clair. Pour cela, il nous faut un outil théorique permettant de distinguer la critique acceptable de l'islam du discours et des représentations islamophobes. Bon, là vraiment, je suis hypé. Il y aurait un outil théorique pour différencier les deux, alors qu'en est-il ? Ça tombe bien, deux sociologues ont proposé un outil. En 2016, les sociologues Marwan Mohamed et Abdelali Hajat publient un bouquin intitulé « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ». Le concept de problème musulman, c'est justement l'outil que nous allons reprendre ici pour distinguer la critique acceptable de l'islam et l'islamophobie. D'abord, pour bien comprendre, il faut expliquer que les deux auteurs s'inspirent du concept sociologique de problème public, théorisé par un certain Joseph Gustfield. Un problème public, c'est lorsqu'il y a la croyance collective dans l'existence d'un problème qui menace la société. Plus précisément, la formation d'un problème public se fait en 3 étapes. D'abord, il y a un sujet qui émerge, puis ce sujet est relayé par un ensemble de discours qui alimentent la croyance collective dans ce sujet qui pose problème, ce qui favorise, dans un dernier temps, sa mise à l'agenda politique. Eh bien là, c'est littéralement comme ça que la politique fonctionne. Il y a un sujet, il y a un problème, les médias le relaient, et ensuite il y a une action politique derrière. Donc je comprends pas encore le rapport avec l'islam, parce que si on interdit ça, on interdit tout. Alors, pourquoi peut-on parler de problème public concernant une partie des critiques de l'islam entendues dans le débat public ? Voyons les étapes de ce qu'on peut appeler le problème musulman. Dans un premier temps, il y a un travail qui consiste à sélectionner et à interpréter des faits jugés problématiques dans le corpus de textes et de discours qu'on associe à l'islam. Il y a des choses qui sont données dans le Coran, j'estime qu'on devrait pouvoir en parler clairement. Quand on nous dit c'est une religion de paix, de tolérance et d'amour, je me dis mais où trouvez-vous la paix, la tolérance et l'amour? Alors, entendons-nous bien, je parle de l'islam, je ne parle pas des musulmans, c'est pas exactement la même chose. Il y a un texte, il y a un corpus, il existe avec des sourates qui sont, on le sait clairement, misogynes, phallocrates, antisémites, homophobes, elles existent, elles sont susceptibles d'être répertoriées. Plus précisément, le discours islamophobe autour du problème musulman repose sur une essentialisation des musulmans, c'est-à-dire le fait de réduire le musulman réel ou supposé à un ou plusieurs caractères considérés comme immuables. Alors, je ne sais pas si on a vu le même clip, je précise quand même que je n'aime pas du tout Michel Onfray, j'ai aucun atome crocheux avec lui, mais il me semble que ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors c'est très bizarre de définir ce problème ainsi et de dire c'est d'essentialiser les musulmans et de nous mettre un clip illustrant où la personne dit justement attention, je ne dis pas ça des musulmans, je parle uniquement du texte. Alors vraiment c'est incompréhensible, vraiment
S'il y avait un clip à ne pas mettre, c'était celui-ci, où vraiment la personne scinde la critique de l'islam et la critique des gens en les essentialisant. Et désolé Guillaume, mais tu mets ce clip en disant ah ben vous avez vu, ça c'est pas bien. Non, non, c'est littéralement le clip qu'il aurait fallu servir d'exemple à la rigueur, mais pas... On l'observe clairement dans le cas des grèves automobiles des années 80, puisqu'il s'agit de laisser penser que les motivations réelles des ouvriers ne seraient pas économiques et sociales, mais plutôt religieuses et même intégristes. En d'autres termes, à partir d'une interprétation de l'islam qui en fait une religion totale qui structurerait forcément la vie intime, la vie sociale et les opinions, il en découle que l'on considère l'appartenance religieuse comme le déterminant ultime du comportement individuel et collectif des musulmans. Alors je vous promets, j'essaye de comprendre et sa vidéo, je l'ai regardée une bonne dizaine de fois pour être sûr de bien comprendre le tenant de ses propos. Et si je comprends bien, ce qu'il critique, c'est la vision de l'islam comme une religion totalitaire, qui structurerait forcément le comportement des musulmans. Ça voudrait dire qu'on n'est pas obligé de dire « les musulmans, c'est ainsi » pour créer de la haine envers les musulmans. Il suffirait de définir l'islam comme une religion totalitaire. Ok, très bien. Il se trouve que l'islam est une religion totalitaire. Mais je suis le premier à le dire que les musulmans ne la suivent pas. Imaginez, est-ce que c'est possible d'avoir une religion totalitaire, c'est-à-dire qui gère au hasard tant que la manière de commercer, la manière de faire l'amour, de manger, de se laver, d'aller aux toilettes, de faire la guerre, de faire la paix, ton comportement avec ton voisin, etc., ta manière de mourir, ta manière de laver le mort, etc., etc. Hein, imaginez un monde, on va dire c'est pas l'islam, mais qu'on aurait un peuple qui ne suivrait pas forcément cette religion au pied de la lettre. Est-ce qu'on pourrait dire que cette religion est totalitaire? Oui, parce que dans le monde que j'ai imaginé, elle l'est. Mais selon Guillaume Florence, on ne pourrait pas le dire, car ce serait susceptible de créer de la haine. C'est une vérité, mais on ne doit pas le dire. Il me semble que c'est littéralement la définition de la censure. Alors, pour illustrer mon propos, est-ce que l'islam est une religion totalitaire, c'est-à-dire qu'elle regroupe toute la vie d'un musulman? On va avoir un livre qui est La Citadelle des musulmans, qui est un livre très très connu, hein, qui regroupe littéralement des invocations pour les musulmans vous découvrirez à la mosquée. Et moi-même, pour le coup, je l'avais chez moi en fait. Hein. À plusieurs moments de la vie, j'avais ce livre, hein, quand j'étais très jeune, à l'adolescence, etc. Voilà, je l'ai retrouvé ou je l'ai racheté plusieurs fois. Donc, on va voir un petit peu les invocations, vous allez comprendre. Alors, il y a des invocations quand on se réveille, quand on s'habille, quand on porte un vêtement neuf. Ah, quand une autre personne porte un vêtement neuf. Alors, avant de se déshabiller, en entrant en toilette, en sortant, avant les ablutions, après, entrer, sortir de la maison, aller à la mosquée, sortir de la mosquée, l'appel à la prière. Voilà, tout ça, ça représente tout ce qu'il faut dire pendant la prière. Le matin, le soir, avant de dormir, lorsqu'on change de côté en dormant, lorsqu'on se réveille en sursaut et que l'on se sent mal, en cas de tristesse, en cas d'affliction, contre un ennemi ou des autorités. Ah, c'est un peu bizarre celle-ci. Alors les autorités, c'est un peu les ennemis, quoi. C'est très bizarre, ça. L'injustice du gouverneur, contre l'ennemi, voilà, la naissance, paroles à prononcer aux mourants, les condoléances, lorsqu'on le vent souffle, lorsque le tonnerre gronde, lorsque la pluie tombe, après la pluie, pour faire cesser la pluie, en voyant la nouvelle lune, l'éternuement, les rapports intimes, je passe, il y a trop de choses. La dette, on entre dans un ville, dans un marché. Alors qu'on soit une bonne mauvaise nouvelle, blablabla, blablabla, en égorgeant, j'ai vu, contre mauvais œil, en cas de frayeur, pour écarter la ruse et le complot, voilà. Donc je pense que c'est quand même... j'ai pas besoin de meilleures preuves pour dire que l'islam sunnite, en l'occurrence, est une religion totalitaire. Vraiment, là, le nier, c'est nier que le soleil brille, hein, vraiment. Je pense que j'en ai fait la démonstration. Si y en a qui sont pas d'accord, qu'ils argumentent en fait. Hein. Pas besoin de... Parce que là vraiment j'en fais la démonstration claire avec les textes. Alors vous pouvez appeler X sociologue qui vous expliquera que tel mot ne veut pas dire tel mot, etc. Si vous voulez. Bon. Moi j'aime pas les choses trop abstraites. Voilà, j'aime bien rester dans le concret. Et là en l'occurrence c'est dans le concret. Bon courage à celui qui essaiera de prouver le contraire.
Dans le même temps, les faits considérés comme problématiques sont confrontés à une norme, par exemple la laïcité ou encore une certaine idée de la culture française, avec laquelle l'islam apparaît dès lors comme incompatible. Le problème, c'est que, en fait, on a abandonné l'assimilation et que vous venez aujourd'hui en France un peu comme vous êtes, quoi. C'est-à-dire, vous venez avec vos bagages, vos mœurs, vos us, vos coutumes. La France, c'est le hall de gare. Tout le monde arrive. Il n'y a aucune exigence de rien, d'assimilation, d'amour du drapeau, de respect de la langue, etc. Il s'agit donc de faire apparaître le musulman réel ou supposé comme incompatible avec ces normes qui forment l'identité de la communauté politique, ce qui va ensuite légitimer son exclusion ou alors l'injonction à s'assimiler. Enfin, ce travail de connaissance et d'interprétation est relayé par un ensemble d'acteurs médiatiques, politiques, privés et publics, qui relayent l'interprétation selon laquelle l'islam est un problème. Suite à la diffusion de ces discours, le législateur peut alors décider de s'emparer du sujet et de légiférer, et alors la formation du problème public est accomplie. Définir ainsi le problème musulman est utile, car cela permet de répondre à ceux qui dénoncent l'utilisation du concept d'islamophobie en affirmant qu'il empêche toute critique du dogme et des pratiques religieuses. Pour être tout à fait juste, il faut reconnaître que cette crainte n'est pas totalement infondée, puisqu'il existe effectivement certains acteurs du débat public qui peuvent détourner le concept d'islamophobie pour dénoncer toute expression critique ou provocatrice contre les symboles sacrés de l'islam. Toutefois, ce que pointe le concept de problème musulman, c'est une certaine façon de parler de l'islam et des musulmans, à travers un discours essentialiste. Donc j'ai pas rêvé, là vraiment il nous dit nous n'avons pas le droit de parler de manière essentialiste de l'islam, pas que des musulmans. Là vraiment on parle de la critique de l'islam. Alors là, je vous rappelle quand même le sujet, hein, c'était créer un outil conceptuel pour comprendre qu'est-ce que la bonne critique et la mauvaise critique. J'ai regardé cette vidéo une bonne dizaine de fois et je vous assure que j'ai absolument rien coupé hein, du point 1 jusqu'à maintenant. Et il me semble pas que ça n'a été défini. Vraiment, je pense que ce point-là, pour le coup, je considère hein, que c'est une très bonne vidéo. Hein. Attention, je critique, mais bon. Mais le gros point noir de cette vidéo, c'est là. Et c'est dommage parce que c'est un peu là que tout le monde t'attendait au tournant. C'est-à-dire nous expliquer quelle est la bonne critique, comment définir une bonne critique d'une mauvaise critique. Et je te cite toi-même, qu'est-ce qu'une critique acceptable? Et tout ce que tu as fait, c'est nous expliquer qu'est-ce qui n'était pas bien. Alors, je sais, peut-être qu'il faudrait réfléchir et penser l'inverse. Je ne sais pas. Mais on serait déjà dans l'interprétation. C'est-à-dire de dire, donc, si il nous dit que c'est essentialisant, du coup, la critique acceptable, ça serait... Ok, je veux bien, mais bon, je vais pas mettre des mots dans ta bouche que tu n'as pas dit. Clairement, tu n'as pas défini ce que ce n'était qu'une critique acceptable. Et je trouve ça très étrange de la mesure où c'est toi-même qui as mis sur la table le problème. Et tu as répondu à l'envers, en fait, en disant qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et bon, voilà, hein, je pense que c'est par manque de courage, vraiment. Je pense que c'est par manque de courage, peut-être par rapport à tes abonnés qui sont sûrement de gauche. Et donc, tu n'oses même pas dire qu'est-ce qu'une critique acceptable pour ne pas être tout simplement critiqué. Et tu préfères pour nous expliquer qu'est-ce qu'une critique acceptable, tu nous expliques encore qu'est-ce qui n'est pas acceptable, comme si ce n'avait pas été assez fait durant la vidéo. Il n'en reste pas moins que les mêmes qui critiquent le concept d'islamophobie soutiennent l'idée qu'il est possible d'exprimer les pires critiques de l'islam, aussi essentialistes soient-elles, sans pour autant que cela ait un impact sur les musulmans. Après tout, être musulman ou musulmane, ce n'est qu'une appartenance religieuse. Il est possible d'en changer, de la mettre de côté, non? Ce n'est pas pareil que de répandre des discours essentialistes sur les Noirs ou sur les Arabes. Sur ce point-là, je lui donne en partie raison. En effet, il est possible que de la critique de l'islam soit créée de la haine. Est-ce que nous sommes responsables? Non. Parce qu'à un moment donné, sinon on critique absolument rien. On peut créer de la haine de tout n'importe quoi. Après, on peut se dire, attendez. Là, on ne peut pas mettre critique de l'islam, critique du libéralisme et critique au même plan. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas dans un monde neutre où toute critique a les mêmes conséquences. On vit quand même en France où effectivement il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de musulmanophobie, il y a des tensions au sujet de l'immigration. Donc effectivement, là à ce moment-là, la critique aurait plus de poids pour engendrer de la haine. Là je suis tout à fait d'accord. Et donc, en méditant cette question, je pense que quand on critique l'islam, et en particulier sur la thématique de la morale, il faut toujours
mentionner que ce ne sont pas le fait des musulmans la plupart du temps, quand c'est le cas. Par exemple, si vous m'avez entendu parler de pédophilie dans l'islam, je mentionne expressément, régulièrement, que les musulmans français ne sont pas des pédophiles, au contraire, condamnent la pédophilie. Donc effectivement, je pense qu'on peut quand même écouter ce discours-là et en prendre de la graine pour, comment dire, être plus intègre et plus, entre guillemets, propre dans notre critique. Quand je dis propre, c'est surtout vis-à-vis de nos contradicteurs. Bon, en fait, s'il y a un moment où il parle de critique acceptable, c'est pas dans cette séquence, c'est un autre moment dans la vidéo, et voilà le moment. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que toute critique de l'islam, de ses textes et de ses pratiques, est assimilable à de l'islamophobie. D'ailleurs, les clercs de l'islam sont les premiers à débattre de leur propre religion. Voilà. Donc pour lui, la bonne critique acceptable, et c'est pas que pour lui, hein, je veux dire, je m'attaque pas à lui personnellement, mais je sais que c'est un discours qui est défendu. Enfin, la seule fois que je l'ai entendu, c'était un musulman lui-même. Hein, vous le verrez dans un de mes TikTok, dans un de mes live TikTok, un musulman qui m'a défendu exactement cette position, qui m'a dit, en fait, bah si, la critique acceptable, bah c'est Hanbal qui critique des hadiths, etc. Mais attendez les amis, arrêtez de vous moquer de nous. On parle pas de critique intracommunautaire qui te dit systématiquement qu'Allah le bénisse et le salue dès qu'il prononce Mohammed sous peine d'être maudit. Hein. Non, on parle de critique extra-communautaire qui se permet, qui est libre en fait. Hein. Parce qu'une personne qui se dit musulmane n'est pas libre. Une critique musulmane n'est pas libre. Elle se doit de reconnaître la sainteté de Mohammed, la divinité de Allah. Donc là, je vous présente le site IslamQA qui est cité dans l'introduction du rapport de loi contre le séparatisme, comme l'un des sites francophones les plus consultés de France. Actuellement s'affiche l'extrait dont je parle, tiré directement du site Public Sénat, vous l'avez en description. Et regardez ce qu'on y lit. On doit demander à l'apostat de revenir à la foi, s'il accepte, on le laisse. Autrement, on l'exécute en tant que mécréant. Le statut de l'apostat fait l'objet d'un consensus au sein des ulama. Hormis les Hanafites qui excluent la femme de ce statut. Hein. Ce statut, entre guillemets, c'est la peine de mort, hein, qu'on se comprenne. Tant que ces textes existeront, nous continuerons à critiquer l'islam et nous permettrons à personne de nous interdire de ce droit. Parce qu'il en va de notre survie physique, notre survie sociale et aussi de notre dignité. Et enfin, pour le bien de l'humanité, et même pour le bien des musulmans, nous nous devons de critiquer ces textes. Et je suis persuadé que la critique, notre critique, crée aussi des débats au sein même des musulmans. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier en particulier Guillaume Florence pour m'avoir permis et donné l'autorisation de publier une bonne partie des extraits de sa vidéo. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il a des très bonnes vidéos sur différents sujets, en particulier si vous avez fait des affinités à gauche, je pense que vous aurez du contenu intéressant. Je tiens aussi à remercier le youtubeur TikTok musulman, parce qu'il permet dans ses lives de donner la parole à des apostats sans les censurer ni leur manquer de respect. Je vous laisse aussi les liens en description. Merci à vous et très bonne journée. Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionne. C'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année ? Voilà, c'est ça. Enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres. Je crois que le STRAS fait partie des Covid, si je comprends bien.